RFI, il est 17h à Paris, 16h en temps universel, l'heure du journal en français facile. Le journal en français facile. Arthur Ponchelet. Mercredi 18 décembre, à la une de l'actualité, c'est une première pour un ancien président français. Nicolas Sarkozy a été définitivement condamné par la justice dans l'affaire dite des écoutes. Il va saisir la Cour européenne des droits de l'homme. Les secours commencent à arriver à Mayotte, l'archipel français de l'océan Indien, où les dégâts du cyclone Chido sont très importants. Sur place, comment loger les sinistrés, ceux qui ont perdu leur maison? Réponse dans un instant. Dans ce journal également, des centaines de soldats nord-coréens tués ou blessés dans la région de Koursk, en Russie. Et puis on parlera d'économie. Et cette question, la réserve fédérale américaine va-t-elle continuer de baisser ses taux? Vous l'entendrez, la crainte, c'est le retour de l'inflation aux États-Unis. C'est un coup dur pour Nicolas Sarkozy. L'ancien président français a été définitivement condamné dans l'affaire dite des écoutes. Aujourd'hui, décision de la Cour de cassation, le plus haut tribunal français. L'ancien président va passer 1 an sous bracelet électronique, un dispositif pour surveiller ses déplacements. Les avocats de Nicolas Sarkozy ont annoncé qu'ils allaient saisir la Cour européenne des droits de l'homme. Écoutez l'un de ces avocats, maître Patrice Spinozzi. C'est la première fois en France qu'une personne est condamnée sur le fondement des seules déclarations qu'il a eues avec son avocat et qui ont été interceptées. C'est évidemment une défaite pour Nicolas Sarkozy, mais c'est aussi une défaite pour les libertés fondamentales, pour les droits de la défense, pour le droit au secret professionnel. Et dans ces conditions, Nicolas Sarkozy va évidemment saisir la Cour européenne des droits de l'homme et il engagera ce recours dans les semaines à venir, très certainement avant la fin de l'année. Maître Spinozzi, l'un des avocats de Nicolas Sarkozy, l'ex-président qui a lui aussi réagi tout à l'heure. « Je veux redire ma parfaite innocence », a-t-il déclaré. L'actualité en France, toujours dominée par la situation à Mayotte. Après le passage du cyclone Chido, Emmanuel Macron va se rendre sur place demain. À bord de l'avion présidentiel, 4 tonnes d'aide et de secouristes. Car dans l'archipel, la situation est toujours catastrophique. On compte au moins 22 morts, mais le bilan est toujours très provisoire. De nombreuses habitations ont tout simplement été détruites, soufflées par la force des vents. Alors comment faire pour loger les sinistrés, ceux qui ont perdu leur maison, mais aussi comment accueillir les secouristes sur place? Le secteur de l'hôtellerie se mobilise, comme l'explique Charles-Henri Mandalaz. Il est président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. C'est très important pour nous de mettre un toit sur la tête des gens qui vont venir et d'être en capacité aussi de leur produire des repas, même en mode dégradé, parce que toutes ces personnes-là vont venir pour aider à la reconstruction de Mayotte, en tout cas dans un premier temps de l'assistance d'urgence. Et il va donc bien falloir effectivement proposer une formule de restauration et un hébergement, même de fortune, mais qui permettent de mettre toutes ces personnes au moins à l'abri en sécurité et en mode opérationnel, quand bien même ils seraient dégradés. Là, c'est pas le moment de me parler business, développement ou je sais pas quoi. Là, on est en mode guerre, on est en mode sauver ce qui peut être sauvé et accompagner les gens qui vont venir nous aider. C'est notre unique priorité. On se met au service du bien commun et on va nous aussi participer à la tâche, au travail de reconstruction et à tout ce qui peut faciliter, aider dans notre capacité professionnelle propre. Témoignage recueilli par Charlotte Cosset. Notez qu'on apprend à l'instant que le bilan monte à 31 morts selon des chiffres encore provisoires des autorités. La situation à Mayotte, RFI y consacre une édition spéciale avec nos confrères de La Première. Rendez-vous sur notre antenne dans un peu plus d'1 heure. Le Royaume-Uni parlait à l'époque d'un accord historique. Les négociations autour de l'indépendance des îles Chagos dans l'océan Indien sont remises en question. Souvenez-vous, en octobre dernier, Londres annonçait reconnaître la souveraineté, la domination de la République de Maurice sur cet archipel. Mais le nouveau Premier ministre mauricien, qui n'était pas en poste quand l'accord a été signé, annonce des contre-propositions. Un projet auquel le Royaume-Uni a répondu. Il est en ce moment examiné par le gouvernement
gouvernement mauricien. L'actualité africaine, c'est aussi cet incendie ce matin au Libéria. Les flammes ont emporté une partie de la Chambre des représentants du Parlement. Personne n'a été blessé. Ce n'est pas le premier incendie qui vise l'Assemblée du Libéria. Il y a quelques jours déjà, un autre feu s'était déclaré. Une enquête est en cours pour déterminer les causes et l'origine de l'incendie. La Russie accuse l'Ukraine de terrorisme, réaction du Kremlin au lendemain de l'assassinat d'un général de l'armée russe dans les rues de Moscou. L'attentat a été revendiqué par les services de renseignement ukrainiens. Un suspect a été arrêté aujourd'hui. Il s'agit d'un homme originaire de l'Ouzbékistan. D'après les autorités russes, il aurait reçu de l'argent des services ukrainiens, $100 000. On lui aurait également promis qu'il pourrait s'installer dans un pays européen. Pendant ce temps, la guerre se poursuit entre la Russie et l'Ukraine avec cette révélation d'un haut responsable militaire américain. Des centaines de soldats nord-coréens seraient morts ou blessés dans la région de Koursk, une zone en partie occupée par l'armée ukrainienne. Les détails avec notre correspondante à Séoul, Camille Ruiz. D'après l'armée américaine, les troupes nord-coréennes connaissent de lourdes pertes en combattant aux côtés de l'armée russe. Les militaires ukrainiens témoignent de leur tactique obsolète. Anton Sokolin est correspondant pour le North Korea News. Il souligne le manque de sources fiables concernant les informations sur les Nord-Coréens, mais a pu analyser des documents ukrainiens. Ce que nous pouvons voir, c'est que les soldats nord-coréens ont l'air surpris et effrayés. Une vidéo montre un drone qui frappe un groupe dans un champ enneigé. En fait, leur réaction est de courir dans tous les sens en essayant d'échapper au drone. Ils ne sont tout simplement pas familiers avec ce type de guerre et avec le terrain qui est fait de larges plaines dégagées. Les mouvements sont très facilement détectables pour les drones. D'après le renseignement militaire ukrainien, la barrière de la langue empêcherait une bonne communication entre Russes et Nord-Coréens. Anton Sokolin invoque la prudence. Nous avons entendu dire que les unités russes avaient reçu des dictionnaires et des guides sur la façon de communiquer avec les soldats nord-coréens. Nous ne savons pas si ces informations sont fiables. Et si elles le sont, dans quelle mesure cela les a aidés à interagir? Je dirais que la première difficulté liée à la barrière linguistique, c'est probablement l'absence d'interprètes. Je ne pense pas que la Russie dispose d'un vivier très important d'interprètes qualifiés. Pour l'heure, ni Moscou ni Pyongyang n'ont confirmé la présence des troupes nord-coréennes. Camille Ruiz, Séoul, RFI. La guerre entre la Russie et l'Ukraine, au cœur aussi d'une réunion à Bruxelles aujourd'hui. Le chef de l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, réunit Volodymyr Zelensky et plusieurs dirigeants européens. Ensemble, ils doivent discuter du soutien à l'Ukraine dans un contexte compliqué. Ils se rencontrent près d'un mois avant l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche, le futur président américain qui a déjà déclaré qu'il fallait s'attendre à une baisse de l'aide américaine à Kiev. Autre réunion aujourd'hui avant l'arrivée de Donald Trump dans le bureau ovale, celle de la Réserve fédérale américaine. C'est la Fed, la banque centrale du pays. Agnieszka Kumor, ce mercredi, elle pourrait décider d'une nouvelle baisse des taux. Une baisse des taux d'intérêt de 25 points de base est attendue par les marchés, un coup de pouce parce que l'économie américaine se porte bien. Une hausse de 2,8% du PIB américain au troisième trimestre fait des jaloux, notamment dans l'UE. Le PIB européen n'a cru que de 0,3% sur la même période. Côté consommation des ménages américains, celle-ci a progressé de 0,7% en novembre. Mais en parallèle, l'inflation accélère, une hausse de 2,7%, soit largement supérieure aux 2% souhaités par la Fed. L'institution pourrait donc envisager une pause dans ces baisses des taux. La suite dépendra de la politique économique du prochain gouvernement Trump. 82% d'entreprises américaines envisagent d'augmenter leurs prix si les nouveaux droits de douane promis par le président élu entrent en vigueur. Donald Trump avait déjà annoncé l'imposition des taxes de 25% sur les produits venant du
Canada et du Mexique, ce qui pourrait pousser les prix à la hausse pour le consommateur américain. Agnieszka Kumor du service économie de RFI. Il est 16h, bientôt passé de 10 minutes en temps universel. C'est ainsi que s'achève ce journal en français facile à retrouver sur françaisfacile.rfi.fr. Tout de suite, c'est Radio Foot International sur RFI.